Loi 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Principe. Le monde est une jungle et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble le lieu le plus sûr. Mais l'isolement a ses dangers. D'une part, il vous prive d'informations importantes. D'autre part, en vous isolant, vous devenez une cible facile et l'objet de tous les soupçons. Mieux vaut circuler, trouver des alliés, se mêler aux autres. La foule est un bon bouclier humain. Violation de la loi. Qin Shi Huangdi, empereur fondateur de la dynastie Qin, 221-210 avant Jésus-Christ, fut l'homme le plus puissant de son époque. Son empire était plus étendu et plus prospère que celui d'Alexandre le Grand. Il mit fin à la période féodale en conquérant les royaumes combattants qui entouraient le sien, celui de Qin, et fit ainsi l'unité de la Chine. Mais durant les dernières années de sa vie, rares, très rares furent ceux qui le virent. L'empereur vivait dans le plus splendide palais jamais construit dans la capitale, Xianyang. Celui-ci comptait 270 pavillons, tous reliés par des passages souterrains secrets permettant à l'empereur de se déplacer sans être vu. Il dormait chaque nuit dans une pièce différente, et quiconque levait les yeux par inadvertance sur lui était décapité sur place. Seule une poignée de personnes savaient où il était, et si elles le révélaient à quiconque, elles étaient mises à mort. Le premier empereur avait si peur des contacts humains que lorsqu'il quittait le palais, il voyageait incognito, soigneusement déguisé. C'est au cours de l'un de ses voyages dans les provinces qu'il mourut subitement. Son corps fut ramené à la capitale dans le carrosse impérial, avec une charrette de poissons salés en remorque pour couvrir l'odeur du corps en décomposition. Personne ne devait savoir qu'il était mort. Il avait fini seul, loin de ses femmes, de sa famille, de ses amis et de ses courtisans, accompagné seulement par un ministre et quelques eunuques. Interprétation. Qin Shi Huangdi, qui reste dans l'histoire chinoise comme le premier auguste souverain, était un guerrier courageux d'une ambition démesurée. Les écrivains de son époque le décrivent comme un homme au nez grincheux, aux yeux enfantes, à la voix de chacal et au cœur de tigre ou de loup. Il pouvait parfois se montrer clément, mais le plus souvent, il engloutissait les hommes sans le moindre scrupule. C'est par la ruse et la violence qu'il conquit les provinces entourant son royaume de Qin et créa la Chine, réunissant une mosaïque de peuples en une seule nation et une seule culture. Il mit fin au système féodal, et pour garder à l'œil les membres des familles royales issus des différents ex-royaumes qui composaient son empire, il en déplaça 120 000 jusqu'à la capitale, où il hébergea les plus hauts placés dans son immense palais. Il fit consolider et raccorder les tronçons de fortifications qui défendaient les frontières et en fit la grande muraille de Chine. Il unifia les lois du pays, l'écriture et jusqu'à la largeur des charrettes. Cette normalisation s'accompagna d'une mise à l'index des écrits et enseignements de Confucius, philosophe dont les idées sur la morale tenaient lieu jusque-là de religion aux Chinois. Sur l'ordre de Shi Huangdi, des milliers de livres sur Confucius furent brûlés, et quiconque citait Confucius était décapité. Ce comportement lui valut de nombreux ennemis, et l'empereur devint de plus en plus méfiant, voire paranoïaque. Les exécutions se succédèrent. Les Qin sont victorieux depuis 4 générations, note son contemporain le philosophe Han Fei, et pourtant ils vivent dans la terreur constante d'être détruits. En vivant de plus en plus reclus pour se protéger, Shi Huangdi perdit progressivement le contrôle de son empire. Les eunuques et les ministres décidaient de la politique du pays sans son approbation, sans même parfois qu'il en eût connaissance. Ils complotaient aussi contre lui. À la fin, il n'était plus empereur qu'en titre, et tellement isolé que peu apprirent sa mort. Il finit probablement empoisonné par ceux qui avaient conspiré contre lui et encouragé sa claustration.
Voici les conséquences de l'isolement. Si vous vous retirez dans votre tour d'ivoire, vous perdez le contact avec les sources de votre pouvoir. Ce qui se passe autour de vous vous échappe et vous perdez le sens des proportions. Vous avez beau être à l'abri, vous vous coupez d'informations vitales. Ne vous enfermez jamais au point de devenir sourd à la rumeur de ce qui vous entoure, y compris à celle des éventuelles conspirations. Respect de la loi. Le palais de Versailles, à nul autre pareil, fut édifié par Louis XIV dans les années 1660 pour lui-même et ses courtisans. Comme dans une ruche, tout y tournait autour de la personne du roi. Les membres de la noblesse étaient logés autour des appartements royaux, plus ou moins près selon leur rang. La chambre du roi occupait littéralement le centre du palais, c'était le point de mire. Tous les matins, le lever du roi était un rituel en soi. À 8h30, le premier valet du roi, qui dormait au pied de son lit, réveillait sa majesté. « Sire, voilà l'heure. » Les pages ouvraient la porte et admettaient au petit lever, outre le médecin du roi et son chirurgien, ceux jouissant des entrées familières, membres de la famille royale, princes et princesses du sang, puis ceux admis aux grandes entrées, principaux officiers de la garde-robe, grands chambellans et ministres du cabinet. C'était ensuite le grand lever, pendant lequel toute une série de hauts dignitaires et de ministres assistaient à la toilette du roi. Enfin étaient introduits les gens de qualité sur invitation spéciale. À la fin du grand lever, se pressaient dans la chambre royale une cinquantaine de visiteurs et de domestiques. La journée était organisée en sorte que toute l'énergie du palais se focalise sur le roi et passe par lui. Louis XIV était constamment assisté par des courtisans et des ministres. Tous lui demandaient conseils et jugements. À toutes leurs questions, il répondait habituellement « Je verrai ». Comme le note Saint-Simon, les fêtes fréquentes, les promenades particulières à Versailles, les voyages, furent des moyens que le roi saisit pour distinguer et pour mortifier, en nommant les personnes qui, à chaque fois, en devaient être, et pour tenir chacun assidu et attentif à lui plaire. Il n'y avait aucune intimité possible dans le palais, pas même pour le roi. Chaque pièce communiquait avec la suivante, et chaque couloir menait à des chambres plus grandes, où se trouvaient constamment réunis des groupes de courtisans. Chacun surveillait les autres, et rien ni personne ne passait inaperçu. Non seulement il était sensible à la présence continuelle de ce qu'il y avait de distingué, écrit encore Saint-Simon, mais il l'était aussi aux étages inférieurs. Il regardait à droite et à gauche à son lever, à son coucher, à ses repas, en passant dans les appartements, dans ses jardins de Versailles, où seulement les courtisans avaient la liberté de le suivre. Il voyait et remarquait tout le monde, aucun ne lui échappait, jusqu'à ceux qui n'espéraient pas même être vus. Il distinguait très bien en lui-même les absences de ceux qui étaient toujours à la cour, celles des passagers qui y venaient plus ou moins souvent, les causes générales ou particulières de ces absences. Il les combinait et ne perdait pas la plus légère occasion d'agir à leur égard en conséquence. C'était un démérite aux uns, et à tous ceux qu'il y avait de distingués, de ne pas faire de la cour son séjour ordinaire, aux autres d'y venir rarement, et une disgrâce sûre pour qui n'y venait jamais, ou comme jamais. Quand il s'agissait de quelque chose pour eux, « Je ne le connais point », répondait-il fièrement. Sur ceux qui se présentaient rarement, « C'est un homme que je ne vois jamais », et ces arrêts-là étaient irrévocables. Interprétation. Louis XIV accéda au pouvoir au terme d'une terrible guerre civile, la Fronde. Les principaux instigateurs de la guerre se trouvaient dans la noblesse. Celle-ci était profondément contrariée par le pouvoir grandissant de la couronne et regrettait l'époque féodale où les seigneurs gouvernaient leurs propres fiefs et où le roi n'avait que peu d'autorité sur eux. Les nobles perdirent la guerre civile, mais en gardèrent du ressentiment.
La construction de Versailles ne fut donc pas le caprice d'un roi décadent et amoureux du luxe. Le palais permettait au roi de garder tous les courtisans à l'œil. Les fiers aristocrates en étaient réduits à se disputer l'honneur d'aider le roi à enfiler sa chemise. Louis XIV avait compris très tôt qu'il est dangereux pour un roi de s'isoler. Il avait renoncé à toute intimité, à tout espace privé. En son absence, les conspirations auraient surgi comme champignons après la pluie, les animosités se seraient polarisées en factions et la rébellion aurait éclaté avant qu'il n'ait le temps de réagir. C'est pour les étouffer dans l'œuf que toute la vie du palais avait été minutieusement réglée par l'étiquette, de manière formelle et structurée. Le règne de Louis XIV, qui dura quelques 50 ans, fut une époque de paix civile et de tranquillité dans le royaume. Pas une épingle ne tombait sans que le monarque ne l'entende. La solitude est dangereuse pour la raison sans être favorable à la vertu. Souvenez-vous que le mortel solitaire est probablement superstitieux et peut-être fou. Samuel Johnson, 1709-1784. Les clés du pouvoir. Machiavel explique que sur le plan strictement militaire, une forteresse est une erreur. Elle devient le symbole de l'isolement du pouvoir et représente une cible facile pour ses ennemis. Conçue pour être défendue, inaccessible au renfort, la forteresse coupe de toute aide et interdit toute souplesse. Elle peut paraître imprenable, mais une fois que l'on s'y est retiré, on y est bien en évidence. Et en cas de siège, la forteresse devient aussitôt prison. Ses compartiments étroits et confinés la rendent vulnérable à la peste et aux maladies contagieuses. Stratégiquement parlant, l'isolement d'une forteresse ne fournit aucune protection et crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Parce que l'homme est un animal social par nature, le pouvoir dépend de multiples interactions et de la circulation des informations. Pour déployer votre pouvoir, il faut vous placer au centre, comme Louis XIV le fit à Versailles. Toutes les activités doivent tourner autour de vous. Vous devez être attentif aux événements de la rue, vigilant au moindre indice de complot contre vous. Face au danger, beaucoup ont tendance à se réfugier derrière une sorte de rempart. Ils en viennent ainsi à n'être plus tenus au courant que par un cercle de plus en plus restreint d'informateurs dont ils dépendent, et perdent toute perspective sur les événements. Privés de marge de manœuvre, ils deviennent des cibles faciles. Leur isolement, enfin, les rend paranoïaques. À la guerre, comme dans la plupart des jeux de stratégie, l'isolement précède souvent la défaite et la mort. Dans les moments d'incertitude et de danger, combattez le désir de vous refermer sur vous-même. Au contraire, rendez-vous plus accessible, sollicitez vos anciens alliés et trouvez-vous-en de nouveaux. Introduisez-vous dans des cercles de plus en plus larges et variés. C'est depuis des siècles la stratégie des puissants. Cicéron, avocat et homme d'État romain, était issu d'une famille patricienne relativement obscure et avait peu de chances d'atteindre le pouvoir, à moins de se faire une place parmi les grandes familles qui contrôlaient Rome. Il y réussit brillamment en identifiant chaque personne d'influence et les interconnexions de son réseau. Il allait partout, connaissait chacun et avait tant de relations que pour lui un ennemi pouvait facilement être contrebalancé par un allié ailleurs. Talleyrand appliquait la même stratégie. Bien qu'appartenant à la plus ancienne noblesse de France, il s'appliquait à rester en contact avec ce qui se passait dans les rues de Paris. Cela lui permettait de voir venir les tensions et les troubles. Il prenait même un certain plaisir à frayer avec des individus louches qui lui fournissaient de précieux renseignements. À chaque crise, à chaque passation de pouvoir, la fin du Directoire, la chute de Napoléon, l'abdication de Louis XVIII, il s'en sortit, et même prospéra, parce qu'il ne s'était jamais enfermé dans un cercle étroit, mais avait toujours établi des relations avec le nouvel ordre. Cette loi se rapporte aux monarques et à ceux qui sont au sommet du pouvoir. Dès lors qu'ils perdent le contact avec le peuple et cherchent la sécurité dans l'isolement, la rébellion est en marche.
Ne vous imaginez jamais si haut placé que vous puissiez vous couper des échelons les plus bas. En vous retirant dans une forteresse, vous devenez une cible facile pour les conspirateurs qui voient votre retraite comme une provocation et un motif de révolte. L'homme, on l'a dit, est un animal social. Il est fait pour les rencontres, les échanges, les mondanités en somme. Plus vous serez en contact avec les autres, plus vous serez aimable et détendu. L'isolement, au contraire, engendre une gaucherie conduisant à un cercle vicieux. Les autres vous fuient. En 1545, le duc Cosme Ier de Médicis, dit Cosme l'Ancien, décida, pour immortaliser son nom, de commander des fresques pour la chapelle principale de l'église de San Lorenzo à Florence. Parmi une pléthore de grands peintres, son choix se porta sur Jacopo Carucci, dit le Pontormo. Ce dernier, qui était en fin de carrière, voulut faire de ses fresques son chef-d'œuvre, son legs. Son premier geste fut de fermer la chapelle à l'aide de murs, de cloisons et de paravents. Il voulait que personne ne soit le témoin de la création de sa pièce maîtresse. Il avait peur qu'on lui vole ses idées. Il voulait surpasser Michel-Ange. Quand quelques jeunes gens pénétrèrent par curiosité dans la chapelle, Jacopo la fit cadenasser encore plus étroitement. Il y travailla 11 ans, presque en permanence, dans une phobie sociale de plus en plus grande. Il peignit au plafond des scènes bibliques, la création, Adam et Ève, l'arche de Noé, etc. Au sommet du mur central, il peignit un Christ en majesté au jugement dernier. Pontormo mourut en laissant sa tâche inachevée, et aucune de ses fresques n'a été conservée. Un de ses amis, le grand écrivain de la Renaissance Giorgio Vasari, qui les avait vus peu après la mort de l'artiste, avait entrepris d'en faire une description. Les peintures étaient complètement disproportionnées. Les scènes se télescopaient, les personnages de l'une mélangés avec ceux de la suivante dans un fouillis inimaginable. Pontormo, obsédé par le détail, avait perdu toute vision d'ensemble. Vasari abandonna son projet. « Je pense que si je continue, je deviendrai fou et m'embrouillerai complètement dans cette peinture, comme l'a fait Jacopo pendant les 11 ans qu'il y a passé, ainsi que tous ceux qui l'ont vu. » Cette œuvre devait être le couronnement de la carrière de Pontormo, elle fut sa ruine. De toute évidence, l'isolement est fatal à la création artistique, aboutissant à une sorte de laideur obsessionnelle coupée de tout contact. Shakespeare, lui, en dramaturge populaire, était ouvert aux masses. Il a voulu son œuvre accessible au peuple, malgré son éducation et ses goûts. Les œuvres des artistes cloîtrés, qui ne touchent qu'un cercle restreint, restent au contraire sans puissance, méconnues. Puisque le pouvoir est une création humaine, il s'accroît inévitablement au contact d'autres êtres humains. Au lieu de s'enfermer dans une mentalité d'assiégé, il faut voir le monde comme un vaste château de Versailles, où toutes les pièces communiquent les unes avec les autres. Soyez perméables, capables d'évoluer dans toutes sortes de cercles et de milieux. Cette mobilité et cette souplesse vous protégeront des conspirateurs dont les secrets ne pourront vous échapper, et de vos ennemis qu'elles rendront impuissants à vous séparer de vos alliés. Toujours en mouvement, multipliez vos relations. Parcourez toutes les pièces du palais sans jamais vous enfermer dans aucune. L'adversaire ne peut atteindre une cible qui est sans cesse en mouvement. Image, la forteresse. Au sommet de la colline, la citadelle est le symbole de tout ce qui est haïssable dans le pouvoir et l'autorité. Les citoyens de la ville vous trahiront avec le premier ennemi venu. Privée de communication et de renseignements, la citadelle tombe aisément. Autorité. De sorte qu'un prince sage et clément, pour pouvoir toujours être bon et ne point donner à ses enfants l'occasion ou l'audace de dégénérer des vertus de leur père, n'élèvera jamais de place forte, afin qu'ils n'appuient point sur elle leur autorité, mais afin qu'ils l'appuient sur l'affection de leur sujet. Nicolas Machiavel, 1469-1527,
Le Prince, traduit par Jean-Vincent Périès. A contrario, il est rarement judicieux de choisir l'isolement. Sans contact avec la rue, on sera incapable de prévoir des troubles et de s'en protéger au besoin. La seule chose qu'un commerce incessant avec autrui ne facilite guère est la réflexion. Le conformisme ambiant et le manque de distance par rapport aux autres font souvent obstacle à l'analyse. L'isolement, s'il est provisoire, permet de prendre du recul. Beaucoup de penseurs le sont devenus en prison, où ils n'avaient rien d'autre à faire que penser. Machiavel a écrit Le Prince en exil, retiré dans une ferme loin du panier de crabes politiques florentins. Le danger de l'isolement est cependant qu'on se mette à cultiver toutes sortes de chimères perverses. On acquiert peut-être une vue d'ensemble grâce à l'effet de recul, mais au détriment du sens de sa propre petitesse, de ses limites. Par ailleurs, plus on s'isole, plus il est difficile de briser cet isolement le moment venu. On risque de s'y enfoncer, comme dans des sables mouvants. Si l'on a besoin de calme pour réfléchir, mieux vaut, comme le général de Gaulle en mai 68, disparaître un moment, mais pas trop longtemps, et en prenant soin de garder la porte ouverte.